Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct des locaux de la Fondation La Main à la Pâte pour la 5e étape de notre parcours magistère Regard croisé sur l'énergie. Pour ce direct, nous accueillons également des enseignants. Ne suivons pas le parcours, aussi bienvenue à tous. Durant les 4 premières étapes de notre parcours, nous avons abordé l'énergie d'un point de vue scientifique, technologique et pédagogique. Mais l'énergie est également une question vive de société, notamment au travers des enjeux liés à la transition énergétique. Il nous a alors paru opportun de vous présenter un projet, le projet Energy Observer, qui incarne parfaitement cette transition. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui 2 acteurs majeurs de ce projet. Didier Bouix, ingénieur à l'Institut LITEN du CEA et chef de projet Energy Observer. Oui. Marin Jarry, bonjour. Second capitaine et capitaine d'armement du navire. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Durant une 40aine de minutes, nous allons exposer les grands défis technologiques et de société que soulève Energy Observer. Durant tout ce temps, vous aurez le loisir de nous adresser vos questions via Twitter, #EnergyObserver en un seul mot, via la page Facebook de la Fondation La Main à la Pâte, sur YouTube, ou encore via le chat de l'étape 5 si vous nous suivez sur Magister. Vos questions seront ensuite soumises à nos invités. Mais pour faire connaissance avec Energy Observer, regardons ensemble une vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les grandes lignes de ce projet. A tout de suite. Je suis Victorien Hérussard, coureur au large et officier de marine marchande. J'ai toujours navigué pour le frisson de la compétition et aujourd'hui j'ai décidé de naviguer autrement, en m'engageant pour la planète. Je suis Jérôme Delafosse, scaphandrier professionnel et réalisateur de documentaires. Ça fait 20 ans que je parcours la planète et pour la première fois, grâce à Energy Observer, on va pouvoir explorer les océans sans laisser de traces derrière nous. Le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que les énergies renouvelables et l'hydrogène s'imposent comme la voie à suivre. Energy Observer s'est lancé le défi de devenir le symbole de la transition énergétique, pour prouver qu'un monde plus propre est possible. Avec notre équipe et nos partenaires, nous voulons réaliser le premier tour du monde océanique aux énergies du futur. Un exploit à la fois humain et technologique pour montrer qu'un esprit pionnier allié à la puissance de l'innovation peut permettre d'ouvrir la voie vers une révolution énergétique et ainsi réduire l'impact de l'homme sur la planète. Energy Observer, c'est le tout premier navire hydrogène autour du monde. La particularité de ce bateau, c'est qu'on va fonctionner avec un mix d'énergie renouvelable. Avec de l'éolien, du solaire et une aile de traction intelligente qui va nous permettre de convertir nos moteurs en hydrogénérateurs. Et grâce à ces énergies, pour la première fois, on va transformer l'eau de mer en hydrogène. On va faire le tour du monde en puisant notre énergie dans la nature sans l'abîmer. Donc ce bateau a un double programme. D'une part, tester ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Et d'autre part, on va réaliser 101 escales à travers le monde pour aller chercher des solutions innovantes pour l'environnement. L'Odyssée Energy Observer, c'est plus de 50 pays visités pour partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui pour dessiner le monde de demain. Des mégapoles intelligentes aux réserves de biosphère de l'UNESCO, nous allons vous faire vivre de l'intérieur nos explorations et aussi nos grands challenges, comme la transatlantique ou la transpacifique. L'aventure Energy Observer, c'est aussi votre aventure. 6 ans autour du monde pour lever une communauté au-delà des frontières. Le futur commence maintenant, à nous de lui donner la bonne direction. On a la démonstration itinérante qu'en réalité, on peut se réconcilier avec la nature et la nature peut être la meilleure pourvoyeuse des solutions énergétiques de demain. Alors c'est un formidable projet en tant que chercheuse parce que là, je tiens l'occasion de faire sortir mes technologies des laboratoires et de les faire migrer dans ce calypso des temps modernes qu'est Energy Observer. C'est un laboratoire technologique énergétique qui va tester un certain nombre d'expériences. Et moi, je vais pouvoir les incorporer dans le monde réel, tant dans la construction que dans l'exploitation de mes hôtels, partout dans le monde. Energy Observer, c'est un projet positif.
c'est un projet de confiance dans l'avenir. L'écologie, le respect de la planète, c'est ni une question économique, ni une question politique. C'est avant tout une question de conscience. Marin, ce bateau, il faut qu'il avance. On vient de comprendre au travers de la vidéo de présentation qu'il le fait déjà à partir de l'électricité produite à bord. Mais par rapport au mix énergétique qui est annoncé, qu'est-ce qui est nouveau réellement par rapport à des projets antérieurs de même type? Alors donc la grande nouveauté de ce projet Energy Observer, en fait, c'est que c'est véritablement la mixité énergétique. Parce que si on regarde des projets antérieurs, donc il y a déjà beaucoup de bateaux qui sont équipés avec des panneaux solaires, beaucoup de bateaux ont aussi des éoliennes ou bien des hydrogénérateurs, mais Energy Observer, en fait, le catamaran, lui, combine toutes ces énergies pour pouvoir produire de l'électricité nécessaire pour le faire avancer. Donc c'est vraiment cette mixité qui est tout nouveau, avec en plus, on pourrait dire, un peu la cerise sur le bateau, en fait, de la production d'hydrogène à partir d'une chaîne complète qui est embarquée à bord. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau. Et ensuite, le dimensionnement en fait, du bateau, puisque c'est un bateau de 30 mètres de long par 13 mètres de large. 7 cabines à l'intérieur, il est armé pour pouvoir naviguer partout dans le monde, donc pour tester cette mixité énergétique, on va dire, sous toutes les latitudes. Et donc le dimensionnement du bateau, on a déjà vu des navires fonctionner à l'hydrogène. Je pense notamment à Zero CO2, en fait, qui est un peu la version 1.0 des Energy Observer, parce que c'est les équipes de Didier Wix du CEA Liten qui ont travaillé sur ce petit concentré de technologie, mais c'était donc un bateau de 12 mètres qui ne permettait pas de faire le tour du monde, en fait. Energy Observer a vraiment pour vocation d'aller partout dans le monde, porter ce message et aussi tester cette mixité énergétique. Merci Marin. Didier, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des différentes briques énergétiques qui composent Effectivement. Alors notre travail a été, en tant que CEA Liten, de faire l'architecture énergétique de ce bateau-là. Quand on parle d'architecture énergétique, on parle d'électricité à bord. Donc tout d'abord, il y a sur ce bateau deux coques qui sont des moteurs, qui comportent des moteurs, qui comportent des batteries. Donc un bateau électrique à la base, et donc dans lesquels on va pouvoir, on a dû mettre des batteries qui vont gérer le court terme et l'hydrogène qui va gérer cette énergie sur le long terme. Alors tout d'abord, il y a des ailes solaires. Les ailes solaires, c'est les panneaux qui sont sur les côtés, par exemple ceux-ci, donc qui ont été développés spécialement avec les équipes d'Energy Observer pour être intégrés sur ce bateau-là. Des panneaux qui couvrent aussi la nacelle sur la surface, vous pouvez le voir sur la partie arrondie. Et ces panneaux permettent de produire l'électricité de jour. Ensuite, vous avez des éoliennes que vous pouvez apercevoir sur l'arrière-plan, voilà, sur cette partie-là. Ces éoliennes vont contribuer aussi à l'apport énergétique sur le bateau. Et vous avez aussi l'hydrogénération, qui est le kite, qui est juste après, sur la diapo suivante. Donc ce kite permet de tracter le bateau. Si on réduit légèrement la vitesse de ce bateau, en mettant du couple sur les hélices, eh bien, le moteur va produire de l'électricité. Donc on a deux gisements essentiels, donc le solaire et le vent. Le vent par le kite ou par les éoliennes. Ces deux gisements vont permettre de produire de l'électricité qu'on va stocker dans les batteries que l'on voit sur la photo juste après. Ces batteries-là, c'est ce stockage qui permet de tout de suite gommer l'intermittence. Dès que l'on a un surplus par rapport à la consommation à bord, eh bien on va stocker dans ces batteries-là. Mais bien sûr, Energy Observer va plus loin. Donc la chaîne énergétique comporte une chaîne hydrogène et pour la première fois, on va produire à bord, produire à partir de l'eau de mer. Donc on va reboucler aussi le cycle de l'eau et avec de l'eau de mer que l'on va dessaler, c'est l'unité que vous avez ici. Donc il y a 2 étages de dessalination, l'une pour faire l'eau douce à bord pour l'équipage et le deuxième étage qui permet de purifier l'eau jusqu'à ce qu'elle ne soit plus conductrice, on dit qu'elle est déionisée. Et c'est cette eau qui va nous servir de base comme pour la production d'hydrogène. Cette eau, donc, elle passe dans un électrolyseur. Vous avez une photo juste après, qui est ici, qui a été implantée sur l'une des coques, à tribord notamment. Donc cet électrolyseur, eh bien, la réaction se fait dans les 2 stacks qui sont là derrière. Donc c'est les 2 éléments qui vont produire l'hydrogène.
Donc vous avez l'installation, hein, donc on part de l'eau qui est ici, et cette eau va cheminer dans ce circuit-là, et l'électricité, le surplus électrique produit, va permettre de décomposer cette eau en hydrogène et en oxygène. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'hydrogène. Juste après, donc l'étape suivante, c'est la compression. Vous avez à l'intérieur 2 compresseurs qui permettent d'augmenter cette pression. L'hydrogène étant un gaz très léger, il va falloir le comprimer à très haute pression, jusqu'à 350 bars. Et cette compression va permettre de faire ce stockage dans des réservoirs que vous avez juste après aussi. Donc c'est les réservoirs qui sont stockés sur les côtés, hein, de part et d'autre, à tribord et à bâbord, dans des réservoirs qui ont cet aspect noir. Donc des réservoirs de 3 mètres de long qui permettent de stocker jusqu'à 60 kg d'hydrogène. Donc l'hydrogène est intéressant parce qu'à masse égale, on a beaucoup plus d'énergie qu'un équivalent batterie. Donc, je parle de la masse parce que c'est un facteur très important. On ne peut pas se permettre d'alourdir votre bateau électrique par des batteries. Et c'est là que l'intérêt de l'hydrogène trouve du sens. C'est notamment sur cette densité d'énergie. Et ensuite, eh bien, c'est la pile à combustible qui va restituer. Donc c'est l'étape d'après qui restitue l'énergie. Donc on part de l'hydrogène et on recombine cet hydrogène avec de l'oxygène pour faire de l'eau, produire de la chaleur et surtout de l'électricité. Donc cette électricité revient sur les batteries et on peut recharger ou directement conduire le bateau. Cette chaleur qui est produite, elle sert aussi à chauffer l'eau à bord, donc l'eau sanitaire qui est utilisée. Le chauffage de la cabine, c'est aussi un sous-produit de la pile qui est valorisé à travers des échangeurs. Alors il y a plein d'autres cheminements, hein. Il y a beaucoup de circuits électriques, bien sûr, parce qu'il va falloir à chaque fois convertir cette électricité. Donc vous avez ici le moteur, donc c'est l'élément principal qui va consommer, hein, à peu près 90% quand on conduit, quand on navigue, c'est 90% à peu près de cette consommation journalière. Donc vous avez un petit moteur électrique, hein, quand on compare un petit peu les installations des équivalents thermiques, eh bien le moteur électrique permet aussi de réduire, d'avoir une meilleure compacité. Et puis vous avez donc des armoires électriques qui permettent de se distribuer sur tous les sous-systèmes. Donc vous avez vu l'hélice, donc l'hélice qui est l'élément qui permet de propulser le bateau. Et on gère aussi par ces échanges électriques et ces flux énergétiques, on va gérer l'énergie à bord du bateau. Voilà en quelques mots l'essentiel des briques technologiques. On comprend hein, du panneau solaire jusqu'au moteur, en passant par la vie à bord pour l'éclairage, la navigation, et aussi bien sûr gérer et optimiser l'efficacité énergétique à chaque instant. On vient de voir que la manière dont ce bateau pouvait avancer, ce bateau néanmoins il doit flotter, c'est une évidence, mais comment à l'origine et encore maintenant les ingénieurs du LITEN, les capitaines et l'ingénieur naval ont concilié ces deux contraintes, avancer et flotter. Voilà, donc déjà il faudrait reprendre un peu le projet à son origine. En fait c'est un projet qui remonte à plus de 5 ans maintenant. Victorien Russard, donc, qui est l'initiateur, avait à l'origine une idée de bateau électro-solaire et avec les bons conseils de notre parrain, donc Nicolas Hulot, lui a conseillé vraiment de se renseigner sur l'hydrogène parce que c'était vraiment un vecteur d'avenir. Et donc Victorien s'est renseigné, a donc connu le CEA LITEN, il s'est rapproché, c'est là qu'a commencé la collaboration. Donc la première phase du projet, en fait, c'était des échanges beaucoup donc, entre le CEA et Energy Observer, donc nos architectes et tout notre bureau d'études, pour commencer à fixer un petit peu le cahier des charges du bateau. Suite à ça, le chantier a commencé. Donc nous, on est parti en fait sur la construction véritablement du bateau à Saint-Malo et le CEA, donc à Grenoble au LITEN, pour tester en fait toute la chaîne énergétique qui sera intégrée par la suite sur le bateau, donc sur banc d'essai. Donc il y avait vraiment 2 sites différents. Nous on a commencé donc à reconditionner ce bateau parce qu'on n'a pas dit précédemment, mais en fait le bateau existait déjà. C'est un navire qui a été construit en 1983. Donc le Victorien à l'origine avait récupéré ce bateau parce que ça s'inscrivait complètement dans la politique environnementale du projet, donc de reconditionner un bateau parce qu'on ne sait jamais quoi en faire et d'en faire un petit peu un navire du futur. Donc nous on était vraiment sur la construction navale du bateau et le CEA à Grenoble sur le développement et les tests de la chaîne énergétique. Ça a duré environ 1 an et demi, puis au bout d'1 an et demi, en fait, le CEA a tout démonté et tout le matériel est parti à Saint-Malo pour pouvoir tout intégrer dans le bateau. Et c'est là que le chantier a commencé, et c'était un chantier qui n'était pas évident, parce qu'il faut savoir
En général, les bateaux sont construits pour une exploitation, par exemple un navire militaire, le cahier des charges est fixé. Pour un navire qui transporte des passagers, c'est fixé, ou un bateau de course. Donc on prend un peu les briques technologiques et surtout les puissances nécessaires qu'il faut pour le bateau, et on construit après le bateau autour de cette salle des machines, on pourrait dire. Energy Observer, ça a été l'inverse. On a récupéré un bateau qui existait déjà et il a fallu faire rentrer les technologies à l'intérieur. Donc c'est là que le premier challenge a commencé, c'était donc faire rentrer toutes les nouvelles technologies par des trous de souris à l'intérieur des flotteurs. Donc beaucoup de collaboration dans un premier temps, et après sur le chantier, énormément de collaboration et de coactivité aussi entre Energy Observer et le CEA pour trouver des solutions pour faire rentrer tout ça à l'intérieur. Didier, tu veux ajouter quelques éléments sur cette collaboration ? Quelques éléments supplémentaires, mais oui, comme l'a dit Marin, effectivement, nous avons eu une approche séquentielle, d'abord dans le laboratoire. Alors, dans la conception, c'est plus facile de faire rentrer les objets. Quand on est dans le vrai terrain, il faut bien trouver des solutions. Des solutions, on en a trouvé beaucoup, puisque chaque brique a été poussée dans ses retranchements pour gagner en volume, en masse, en efficacité énergétique. Donc, il a fallu tout repenser. Et on a travaillé sur des savoir-faire totalement complémentaires, et on a eu une collaboration qui a vraiment été une très bonne coopération. Quelques exemples pour illustrer cela, donc l'intégration des panneaux solaires sur des cadres qui sont souples, qui tolèrent les déplacements lors des tempêtes avec le vent. Les cadres hydrogène qui ont été fixés sur des structures aussi avec du composite, avec de la fibre de carbone. Vraiment un travail complémentaire, et qui était vraiment une véritable complicité entre les équipes, parfois éloignées. Merci à vous deux. L'objectif principal du projet, c'est d'arriver à terme à une autonomie énergétique du navire. Ma question, c'est quelles vont être les différentes étapes au cours de la navigation pour atteindre petit à petit les objectifs que vous étiez fixés concernant cette autonomie. Marin, tu veux commencer à répondre ? Et ben donc au niveau pour arriver véritablement à cette autonomie, il y a encore deux mondes parallèles, on va dire, l'équipage, donc Energy Observer, et le CEA Liten. Donc nous, en tant que marins, on est là en fait pour, on va dire, on a nos batteries qui sont à 100%, on a notre stock d'hydrogène qui est à 100%. On sait que le bateau consommera plus dans certaines météos plutôt que dans d'autres. Donc en fait, on va déjà prendre la décision de partir du port ou pas. C'est-à-dire que s'il y a une grosse tempête, c'est risqué, mais ça dépend aussi du sens du vent, etc. Donc on a vraiment ce sens marin qui prime sur le départ du bateau. Ensuite, le choix des routes en fonction du vent, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de l'état de la mer, etc. qui fait qu'on va réussir à trouver les meilleures solutions pour consommer le moins possible. Voilà. Donc on pourrait dire en fait que les ingénieurs nous donnent de l'énergie et que nous on va essayer de ne pas trop la dépenser pour pouvoir faire avancer le bateau. Une adaptation du trajet en fonction de l'environnement, par pour tirer le meilleur parti. Aux ressources qu'on a à bord en fait. Et puis petit à petit aussi, il faut savoir donc on est tous actuellement en formation, et que à terme il va falloir que l'équipe d'Energy Observer prenne le large par rapport au CEA Liten. Donc ils sont en train vraiment de nous éduquer à se servir de ce bateau, de ce vaisseau, on va dire, de vaisseau spatial des mers, pour dans un avenir proche être autonome. Et donc par contre il y aura encore des datas qui vont remonter au CEA Liten. Donc la collaboration se fera sur la totalité du projet, puisque nous on sera à bord, mais si vraiment on a un gros problème, en fait, étant donné qu'ils ont la capacité d'éplucher toutes les datas au CEA, ils peuvent voir, en fait, déceler une anomalie qui serait quelque part dans la chaîne énergétique que nous, on aurait du mal à trouver. Et on a déjà eu l'exemple, par exemple, récemment à Monaco, où on fabriquait de l'hydrogène. Les ingénieurs du CEA n'étaient pas présents, il n'y avait que les équipes Energy Observer. On avait un bug sur l'électrolyseur, on n'y arrivait plus. Ils ont épluché les datas, ils ont réussi à trouver d'où venait la panne. Ils nous ont dit, on a été voir dans le local, et effectivement, il y avait un problème sur une connexion électrique. C'était très précis, on a réparé et ça a fonctionné. Donc c'est un peu de la télé. Donc nous, on fait la maintenance préventive et curative, mais on suit aussi les conseils du CEA, qui va nous former petit à petit à être autonome. Didier, sur ces grandes étapes, tu veux ajouter quelque chose ? Je peux compléter, je ne ferai que redire ce que vient d'évoquer Marin. Donc déjà, l'année 2017 a été riche en enseignements, puisque nous avons navigué sur la plupart des navigations
de l'été dernier, de l'automne. Et donc de ces enseignements, il y a la gestion au quotidien, au jour le jour, en fonction des états d'énergie et de notre consommation, qui dicte finalement tout ça, l'état de la mer, l'état du soleil, là où les routes maritimes que l'on doit emprunter. Et donc, puis, excuse-moi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que vous avez participé, vous les ingénieurs, à ces voyages pour être sur place et gérer... Lors des premiers voyages inauguraux, notamment sur Paris, nous avons fait la remontée de la Seine ensemble et nous avons mis en point toutes les solutions pour pouvoir naviguer au quotidien. Et effectivement, maintenant on va être là en base arrière, le transfert des compétences se fait et au-delà, c'est le dépouillement des données qui nous permet toujours d'aller dans la recherche de l'optimisation, de l'efficacité énergétique et de la durée de vie de tous ces systèmes embarqués. D'accord. À quel horizon et dans quel secteur pensez-vous qu'il soit raisonnable de voir un transfert à plutôt grande échelle des solutions techniques qui auront été validées par Energy Observer? Eh bien, moi en tant que marin, je vais m'occuper du côté maritime et puis je laisserai le soin à Didier de faire ça pour le terrestre. Au niveau du maritime, il y a énormément d'applications. Si on prend vraiment les deux grands domaines, c'est la plaisance et le commerce. Donc dans la plaisance, ça peut être beaucoup plus rapide en fait, parce que sur les bateaux de commerce, les puissances sont tellement importantes que ça risque d'être beaucoup plus long. Mais sur les bateaux de plaisance, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que si on prend la totalité des bateaux en France qui servent que à se promener l'été, etc., on arrive à une moyenne de 3 jours par an, je crois. Donc ça veut dire que 362 jours durant l'année, les bateaux restent au port en fait et ne servent à rien. Donc on pourrait très bien imaginer que ces bateaux puissent emmagasiner de l'énergie, un peu comme notre catamaran Energy Observer, pour déjà alimenter les infrastructures portuaires. Et puis pourquoi pas après réinjecter de l'énergie aussi dans le réseau urbain. Voilà. Et donc après l'autre domaine du maritime, c'est le transport maritime, ou transport de passagers, ou enfin les plus gros bateaux, même des bateaux militaires. Donc là les puissances en jeu sont énormes, donc ça risque d'être beaucoup plus long, mais l'objectif c'est peut-être de faire diminuer petit à petit les consommations d'énergie fossile pour arriver dans un avenir un peu plus lointain à des bateaux propres et autonomes en énergie. Et après, dans le terrestre, les applications sont très importantes aussi. Alors, les applications dans le terrestre sont nombreuses. Il en existe déjà aujourd'hui. Les solutions piles à combustible ont une maturité technologique qui permet déjà d'entrevoir de bonnes applications. Il y a des véhicules, des taxis, à Paris par exemple. Vous avez d'autres véhicules qui circulent en France. Il va falloir bien compléter la distribution d'hydrogène pour que ces véhicules puissent continuer à se démocratiser. Et puis après, il y a d'autres marchés, des marchés de niche que l'on peut trouver dans l'habitat, dans les événements, tout ce qui peut être l'événement, tout ce qui peut consister aussi à faire de la décentralisation de cette énergie, puisque un des objectifs, c'est peut-être aussi de porter l'autoconsommation. On peut imaginer l'habitat individuel, l'habitat reculé. Là, on parle de réseaux type smart grid, où donc on va gérer cette énergie plutôt de façon délocalisée et non plus centralisée, ou qui viendra compléter cette forme-là. Donc, des filières énergétiques nouvelles qui peuvent apparaître. Donc ça laisse aussi beaucoup d'ouverture. Donc on parle de l'hôtellerie, on parle de l'habitat. Pour la mobilité, on peut parler des taxis, on peut parler des voitures, on peut parler des bus. Donc là, c'est plutôt quand on concentre les déplacements, la mobilité dans des environnements urbains, où on a aussi besoin d'avoir de la mobilité douce, mais qui ne pollue pas. Donc là aussi, il y a un fort intérêt à conserver cela. Peut-être qu'on peut rappeler que les solutions hydrogène dans les véhicules, c'est le confort de l'électrique avec l'autonomie du thermique. Ça permet, avec de l'hydrogène embarqué, d'avoir un prolongateur d'autonomie qui permet d'avoir une autonomie comparable aux véhicules thermiques. Voilà. Aussi travailler sur les filières de recyclage, il faut qu'on en parle aussi globalement. Donc un intérêt aussi de l'hydrogène, c'est que quand on remplit plus vite que les solutions à batterie. Et donc les deux sont quand même complémentaires, parce que ces batteries permettent de faire les appels de puissance, récupérer de l'énergie facilement. Et puis l'hydrogène viendra par exemple quand on roule
sur autoroute, on a besoin d'énergie, et là, c'est déjà le cas avec les prolongateurs d'autonomie. Voilà, donc des offres très complémentaires, à la fois sur les marchés de niche, qui touchent soit l'habitat individuel, et aussi le collectif à travers la mobilité. Alors, tu viens de nous parler de Smart Grid. Est-ce que vous êtes en train de tester sur le bateau, sur Energy Observer lui-même, quelque chose qui s'apparente à ça en matière de gestion des différentes briques énergétiques dont vous nous avez exposé le fonctionnement tout à l'heure? Effectivement, on va déjà récupérer toute cette énergie, on fait de la récupération d'énergie, on peut imaginer de la cogénération. Donc déjà toute la chaleur produite à bord est valorisée par l'intermédiaire du chauffage notamment. Donc typiquement quand on a besoin de réchauffer l'eau dans le ballon chauffe-eau sanitaire, l'objectif c'est de démarrer avec 40 degrés par exemple pour qu'on n'ait plus qu'un complément électrique à apporter typiquement. Donc on fait déjà des économies et on valorise tous les sous-produits de la pile à combustible. On peut le faire avec d'autres solutions, mais l'idée c'est déjà d'économiser tout ce que l'on peut éviter de dépenser pour la vie à bord. Et puis après, on peut travailler sur des réseaux beaucoup plus larges. Et puis on peut aussi imaginer d'autres voies de progression qui sont d'augmenter les températures des piles à combustible. Il existe aussi des solutions piles à combustible plus haute température qui permettent cette fois-ci de valoriser plus facilement la chaleur. Donc, il y a le domaine des SOFC, de haute température, et puis, comme sur le bateau, des PEM qui sont plutôt à basse température, qui sont très tolérantes aux arrêts et démarrages. Et donc là, on travaille plutôt à 80 degrés. Mais un intermédiaire pourrait être de trouver une température autour de 100 degrés pour valoriser, voire imaginer faire du froid à partir du chaud. D'accord. Et quelle est sur le bateau actuellement la place de la décision humaine quant à l'utilisation d'une brique ou d'une autre et la place de l'informatique dans la gestion de cet ensemble? Je ne sais pas qui veut répondre, Marin ou... Marin? C'est vrai que le bateau en fait est parti de Saint-Malo donc pour son voyage inaugural vers Paris en juin. Donc au début tout était encore piloté on va dire manuellement. C'était vraiment les ingénieurs qui prenaient la décision de démarrer telle ou telle brique. Et puis on était encore dans des phases d'essai. Le bateau sera toujours en fait dans des phases d'essai puisque c'est un laboratoire flottant. Mais petit à petit ils ont quand même réussi à commencer à rendre de façon semi-autonome le fonctionnement et puis le backup entre les différentes technologies. Et plus ça avance en fait, et plus le bateau est automatisé. Donc c'est vrai que ça commence maintenant et puis ça va se développer. Donc ça c'est peut-être c'est une vraie question, c'est un des grands objectifs du projet, c'est d'arriver à cette automatisation de la gestion des briques. L'automatisation permet d'éviter à l'homme de faire tous ces choix-là, de travailler sur les meilleures stratégies. Donc l'année 2018, ça sera une année stratégique pour nous dans le sens où on va pouvoir prendre tous les choix, tous les critères en compte. On a parlé d'ensoleillement, etc. Mais il y a aussi en interne à quel moment il vaut mieux démarrer tel ou tel système en fonction pour optimiser toujours ses rendements énergétiques. Donc tout ça, ce sont des stratégies que l'on va mettre en place qui seront peut-être plus valables pour l'étape d'après parce qu'on sera dans des pays plus froids avec moins d'ensoleillement. Donc on a un potentiel ouvert qui est énorme, un champ d'application énorme. Donc c'est faire une photographie à un instant donné, trouver les bonnes stratégies. Donc là, on évoque vraiment le côté automatisme, c'est le logiciel qui permet de faire tous ces choix. Donc gérer à la fois l'énergie, mais la sécurité et puis l'automatisation. Effectivement, cette année, on pourra lancer le bateau et puis le système sera autonome pour s'autogérer. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qui est valable en mer, c'est-à-dire avoir des prévisions météo à quelques jours, et donc entrer ces données de façon informatique pour pouvoir dialoguer finalement avec les différentes briques, ces techniques ou ces technologies, est-ce qu'elles sont envisageables à terre ensuite? Alors déjà, elles sont envisageables à bord parce que ça fait partie des grands projets qu'on a sur ce bateau. C'est pour ça que c'est quand même un projet qui dure 6 ans. C'est-à-dire c'est long parce qu'il faut arriver à une autonomie propre et à développer à ce que le bateau devienne entièrement automatique. Et aussi travailler sur ce qu'on appelle du routage maritime, c'est-à-dire en mer, pour aller du point A au point B. La route la moins énergivore, on va dire, c'est pas forcément la route directe parce que état de la mer, ensoleillement, etc.
Sur un bateau, c'est très important. Après, retranscrire à terre ce schéma météorologique, je pense que c'est important peut-être pour mener des grands travaux, mais déjà ça fait partie des projets à bord. Après, à terre, Oui, après à terre, on peut aussi imaginer faire la digitalisation de l'énergie, puisque il y aura des transferts d'énergie, ça se fait actuellement. Mais si on a de la prévision, du prédictible, eh bien c'est toujours beaucoup plus intéressant, et on peut aussi on peut entrouvrir ces portes-là. Pour l'instant, on ne les a pas encore explorées, mais c'est une des voies de transposition possible, effectivement. Alors, quel message désirez-vous adresser aux professeurs qui nous regardent via ce projet? Marin, si tu veux commencer. Et de continuer donc à enseigner aux jeunes générations ces énergies renouvelables, de continuer à étoffer en fait les programmes. On n'a pas parlé donc de l'autre aspect, de l'autre face du projet Energy Observer. Donc là, on a vraiment parlé du défi technique en lui-même, mais il faut savoir que Energy Observer est aussi très intéressé par la pédagogie, puisque pour nous, le message en fait passera par les jeunes dans le futur. Donc, afin qu'ils grandissent avec des piles à combustible et des panneaux solaires dans la tête, et plus avec des pompes à essence et des groupes électrogènes. Et donc, Energy Observer va faire énormément d'escales à travers le monde, donc un peu plus de 50, et on a un village itinérant en fait qui nous suit et qui permet en fait au grand public de visiter ce village et de comprendre les technologies du bateau, puisque bien évidemment le bateau n'est pas visitable parce que c'est un lieu de travail et puis c'est un laboratoire flottant, donc c'est fragile, etc. Donc ce côté pédagogique est vraiment expliqué dans le village. Donc pour nous c'est très important et c'est un peu le lien avec l'enseignement. Voilà. Au même titre que partout dans le monde, en fait, on va aller à la rencontre de solutions innovantes pour les mettre en image et puis pour continuer à enseigner au grand public en fait ces énergies renouvelables, pour leur montrer qu'elles existent et qu'elles fonctionnent. Donc, D'accord, donc une des missions du projet, c'est d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs ou d'autres sociétés qui mettent en connecter œuvre en fait toutes les solutions entre elles. Donc on a nos équipes sur le bateau qui s'occupent de ça, donc qui vont vraiment détecter des solutions innovantes dans tous les ports où on va faire escale, et en plus donc des séries documentaires qui seront diffusées à partir du printemps prochain en fait, avec là des documentaires qui vont être plus longs, donc de 52 minutes sur une chaîne du groupe Canal+, et donc qui va montrer des solutions innovantes et aussi la vie à bord et l'évolution du bateau, sa construction, les ingénieurs, donc les marins, la vie, etc. On peut considérer le bateau comme un fil rouge tout au long des 6 années et qui fera le lien entre ces différentes solutions en fait, pour les connecter, qui ne sont pas que des solutions maritimes, il y a aussi des solutions terrestres, dans l'habitat, dans le transport, dans le maritime. Il y a beaucoup de... Je ne vais pas dévoiler tous les sujets maintenant parce que on va garder la surprise. Un peu de suspense. Mais la pédagogie, oui, ça fait partie quand même du programme qu'on a, donc vraiment, mais ça passe tout d'abord par les professeurs en fait. Voilà. Didier, un petit message à nos professeurs? Mon message, c'est déjà de les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est pas toujours facile, donc déjà un premier, mon chapeau pour ça, parce que c'est vraiment une belle mission qu'ils ont. Susciter toujours par cette vocation, en fait, la technique peut trouver une bonne place pour susciter au niveau des jeunes un intérêt très fort sur la technique, sur la transition énergétique. C'est aussi une façon de proposer d'autres alternatives. Travailler sur le côté interdisciplinaire, ça c'est vraiment, bien souvent, il faut avancer très loin dans les études, voire se retrouver dans le monde professionnel pour dire « Ah oui, j'applique telle et telle loi mathématique, oui, ça sert à ça ». Oui, c'est exactement ce qu'ils font, de plus en plus travailler sur le côté interdisciplinaire, par des TP, par des approches pragmatiques qui, au fil des cursus scolaires, permettent aux enfants, puis aux collégiens et aux étudiants plus tard, de trouver une application concrète, et c'est ce qui peut être fort aussi, c'est de trouver un sens concret, et la transition énergétique a toute sa place. D'accord. Donc on va sélectionner quelques questions de participants et vous les soumettre, et donc on vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Donc une première question qui nous vient d'élèves de Terminal STL qui nous suivent, de Blois. Et la question est la suivante. Quels sont les matériaux composites présents dans la coque et les éoliennes et pourquoi les avoir choisis? Alors, le bateau déjà en lui-même, donc c'était un bateau construit en 1983. Les flotteurs sont en Kevlar. Les flotteurs sont en Kevlar. Les bras de liaison en fait qui relient les deux coques du bateau sont également en Kevlar. Par contre, ce qu'on appelle les crosses en fait, donc la jonction entre les bras de liaison et les coques, sont en carbone. Donc pourquoi ces matériaux on les a pas choisis parce qu'ils étaient déjà là, mais ça a participé quand même à la prise de décision de choisir ce bateau-là. Parce que ce bateau était en Kevlar, donc il était très solide. Les Kevlar, c'est comme les gilets pare-balles. Donc on s'est dit, c'est un bateau qui, même s'il va peser plus lourd, il peut repartir pour 6 ans, il est en Kevlar, donc il est costaud. Après, tous les matériaux que nous, on a rajoutés sur le bateau, la nacelle est en fibre de verre, tout ce qu'il y a de plus classique, parce que ça représentait énormément de volume. Par contre, après, tous les rajouts, en fait, comme les ailes solaires, par exemple, ou même les éoliennes, sont en carbone, parce que le carbone est donc le matériau composite le plus raide et le plus léger. Et on a déjà expliqué tout à l'heure que le poids sur ce bateau était très très important, parce que bien évidemment, plus il est lourd, plus il s'enfonce, plus il consomme d'énergie, moins il va vite. Voilà, donc le poids prépondérant. Donc le matériau composite à privilégier sur ce bateau, qui est privilégié, c'est vraiment le carbone. À titre d'exemple, une turbine d'éolienne sur le bateau pèse 38 kg. Et puis elles sont plus grandes, elles doivent faire 2,10 m ou 2,20 m de hauteur par 1 m de diamètre. Donc 38 kg, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc le carbone, essentiellement. Didier, c'est bon sur cette question? Il y a rien à... D'accord. Alors, pourquoi désionisez-vous l'eau pour réaliser l'électrolyse de celle-ci pour produire le dihydrogène? Alors, la production d'hydrogène se fait quand on impose un potentiel aux bornes des électrodes dans l'électrolyseur. Et pour cela, il faut que l'eau ne conduise pas, parce que si elle conduit l'électricité, eh bien on aura un court-circuit et on ne pourra pas produire de l'hydrogène. Donc on utilise de l'eau purifiée, donc celle-ci déionisée, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'encrassement, qu'il n'y ait pas de soucis avec les minéraux qui sont à l'intérieur, et surtout pour ne pas avoir un court-circuit aux bornes. Et dans la pile aussi, dans la pile à combustible, vous avez de l'eau déionisée. Donc l'essentiel consiste à enlever le chlorure de sodium. Ah oui, bien sûr, et on enlève en particulier d'abord le sel, et puis après tous les minéraux qui pourraient rester. Troisième question, est-ce que l'utilisation de l'hydrogène peut être dangereux et nocif pour la santé, notamment en cas de fuite? Alors déjà, c'était le positionnement du stockage d'hydrogène, parce que ça a été une grande étape du projet, en fait, de positionner toutes les briques technologiques sur ce bateau. Et donc l'hydrogène, le choix a été fait de le stocker en extérieur, parce que l'hydrogène étant, Didier, tu me corriges, parce que je suis encore en formation, 20 fois plus léger que l'air. Donc si vraiment il y a une fuite, en fait, l'hydrogène s'envole directement. Et on l'a mis quand même très écarté, très écarté le plus possible, en tout cas de la zone de vie du bateau. Il faut savoir que ce bateau, en fait, la zone de vie est dans la coque centrale, donc il y a 7 cabines donc on peut loger au total une dizaine de personnes, et toute la vie de l'équipage se passe à l'intérieur, et toutes les technologies sont dans les flotteurs. Donc il y a une ségrégation totale entre l'homme et la machine. Mais donc, fuite d'hydrogène, l'hydrogène s'envole, mais je crois que l'hydrogène n'est pas nocif pour la santé si jamais on la respire, mais Didier va compléter ma réponse, je pense. Alors, il n'y a pas de danger particulier sur l'hydrogène, parce qu'en fait, déjà d'une part, on travaille sur des matériaux qui ont été choisis, on travaille sur de l'inox, pour qu'il n'y ait pas de porosité à travers nos canalisations. Les coefficients de sécurité qui sont notamment liés au réservoir, qui ont subi des crash tests, qui ont des épreuves bien particulières, sont des coefficients de sécurité que l'on ne retrouve pas, y compris dans les solutions carburants fossiles classiques dans vos réservoirs dans les véhicules. Donc voilà, on a un coefficient de sécurité qui est beaucoup plus élevé là-dessus. On fait des tests d'étanchéité périodiques et puis on ventile les locaux pour qu'il n'y ait pas de concentration excessive d'hydrogène dedans. Et effectivement, comme le soulignait Marin, le gaz hydrogène, le dihydrogène est très volatile.
Ce qui fait que contrairement aux vapeurs d'essence qui pourraient se stocker autour de votre réservoir, eh bien, vous avez l'hydrogène qui va directement via des évents en cas de surpression, en cas de défaut sur certains composants, qui permet directement de relarguer cet hydrogène vers l'extérieur. Donc ce rejet se fait sans danger. Donc, effectivement, il y a une précaution d'usage à prendre dans la mise en œuvre d'hydrogène qui n'est pas habituelle, mais qui ne pose pas de problème en soi. D'accord. Une autre question, que se passe-t-il si les panneaux solaires, j'imagine, ou éoliens, ou les éoliennes, et l'hydrogène produisent trop d'énergie? Et il y a une sous-question, combien d'électricité peut-elle être stockée? Alors, c'est justement tout l'intérêt du projet en fait, c'est-à-dire le bateau, on le fait avancer, on navigue au large, les panneaux solaires et les éoliennes produisent de l'électricité. Cette électricité recharge un parc à batterie, donc le parc à batterie de 400 volts, qui est vraiment le dénominateur commun en fait de toutes les différentes énergies du bateau. À partir de ces batteries, on fait tourner le moteur ou on alimente le réseau du bord. Voilà. Donc on n'est pas en surplus d'énergie en fait. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'exploiter le surplus énergétique. Donc quand on navigue, on a toujours besoin de beaucoup d'électricité puisque les moteurs de propulsion sont en service. Par contre, après la question se pose quand on est au port ou quand on est au mouillage devant un port. Donc on continue d'emmagasiner de l'énergie puisque les panneaux solaires continuent de produire, les éoliennes continuent de produire et à un moment on arrive à 100% de batterie. C'est comme le téléphone, on le branche sur la prise électrique et à un moment il est à 100%, donc le chargeur coupe. Nous, on ne va pas couper la recharge des batteries, mais elles sont à 100%. Donc en fait, on va convertir ce surplus d'énergie sous forme d'hydrogène pour avoir en fait une autre source d'énergie sur le bateau. Donc en fait, on exploite ce surplus d'énergie pour le convertir en hydrogène, et l'hydrogène qui ensuite viendra, c'est un stockage long terme, recharger les batteries aussi pour faire tourner les moteurs et alimenter le bateau. Donc, c'était quoi la question en fait, la question, enfin, ouais. à ta réponse, on comprend que d'abord, le premier endroit où on stocke l'énergie, ce sont les batteries. Voilà, une fois qu'elles sont pleines, le surplus d'énergie sert à fabriquer de l'hydrogène, et cet hydrogène, c'est aussi de l'énergie disponible qui permettra, en cas de besoin, fabriquer de l'électricité. En fait, on aura, je pense, très rarement du surplus avant d'être complètement full en hydrogène et en batterie. On ira faire un tour en mer. On ira faire un tour en mer, non, et puis il faut voir le programme du bateau, en fait, il est quand même très... on a 100 pays à faire en 6 ans, donc le bateau va beaucoup naviguer, donc... Alors la question est pertinente, parce qu'elle peut, effectivement, quand le bateau peut rester très longtemps à quai, oui, ce cas peut se produire. Dans ce cas-là, il faudrait que le bateau soit connecté à quai, et on réinjecte sur le quai cet excédent d'énergie. Ou bien, l'autre solution, c'est d'avoir des réservoirs amovibles qui pourraient, ou un réservoir supplémentaire qui nous permettent de stocker encore plus d'énergie sur le bateau. Voilà, c'est les deux solutions que l'on peut proposer. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux navires de plaisance qui ne servent à rien dans un port. Ouais. En fait, on peut aussi imaginer alimenter son voisin qui va partir avant nous en mer. Ou même, on a une petite anecdote sur le bateau. On était en escale donc événementielle avec le village à côté du bateau et il y a eu une coupure de secteur de la ville sur le village, donc tout le digital ne fonctionnait plus et du coup on a plugué le village sur le bateau et on a alimenté directement le village parce que le bateau était en surplus énergétique. Là, sa petite centrale sur soi. Voilà. Alors, est-ce que les procédés utilisés sur le bateau génèrent des déchets? À quel terme et quels déchets? Alors, pour cette question, les déchets, donc à l'usage, on n'a pas de déchets en particulier. En fait, on boucle l'énergie. Donc l'eau, pour nous, n'est pas forcément un déchet, puisqu'on peut réutiliser cette eau produite par la pile à combustible pour l'électrolyser. Ensuite peuvent venir les déchets en fin de vie. Donc je pense par exemple lorsque les batteries ne pourront plus être réutilisées. Donc déjà, avant cela, on peut quand même les utiliser, mais leurs capacités auront diminué un petit peu. Donc ces capacités-là, on aura un petit peu moins d'autonomie, mais elles seront toujours opérationnelles. Voilà, donc ça, c'est un des points. La pile à combustible est pareil. S'il y a une dégradation en particulier d'un sous-système, eh bien, la puissance ne sera pas
au maximum de ce qu'on pouvait prévoir, mais elle sera réduite. Donc on aura quand même la possibilité d'utiliser plus longtemps, mais avec des performances amoindries dans ce cas-là. Et puis après vient l'étape ultime qui est le recyclage des matériaux. Que ce soit des matériaux qui sont soit dans les batteries, soit pour la partie hydrogène dans la pile à combustible. Donc ces matériaux-là, il suffit de dissocier la pile en combustible, par exemple, si on veut prendre un exemple. Donc vous avez des plaques bipolaires qui sont métalliques et puis le cœur de pile qui se constitue et qui comporte notamment du platine. Et bien ces matériaux-là peuvent être recyclés pour pouvoir être réemboutis pour les plaques bipolaires, voire réutilisés pour les catalyseurs dans d'autres piles à combustible. Il y a déjà des recyclages qui sont possibles sur les éléments qui servent aux briques énergétiques. Quelle est à peu près la durée de vie des panneaux solaires? On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Pour l'instant, ça fait partie de l'expérimentation encore. On a eu de très bons résultats parce que malgré le vent, malgré l'usage au quotidien sur le bateau, on n'a pas eu de fragilisation en particulier sur ces modules-là. Donc, pour l'instant, on est sur des dizaines d'années. Alors, une autre question. Rencontrez-vous des chercheurs locaux dans le domaine de l'énergie lorsque vous cheminez, ou quand vous allez cheminer au cours de votre tour du monde? Ah oui, donc on croise effectivement beaucoup de chercheurs locaux, puisque donc le village attire beaucoup de monde. Donc, dans le public à venir visiter ce village, il y a quand même beaucoup de personnes. Après, on a un bureau en fait à l'entrée qui permet de récupérer tous les messages pour l'équipage ou les ingénieurs, etc. Donc, on a fait déjà des très belles rencontres comme ça, de façon un peu sur le moment en fait. Voilà. Et en plus, donc, on a nos équipes de production audiovisuelle qui se renseignent en avance sur des solutions innovantes dans les ports qui sont visités. Donc, dès qu'on arrive, on a déjà des contacts en fait avec ces gens-là et on échange avec eux, puisque nos équipes vont tourner sur leur site, mais en général, ils viennent ensuite sur le bateau pour visiter et pour rencontrer l'équipage et les ingénieurs. Donc, c'est une des richesses de ce projet, c'est qu'il y a énormément d'échanges avec toute la communauté scientifique, toutes les solutions innovantes. Est-ce que ça peut créer une espèce de flux de compétences qui peut à la fois aider à l'innovation qui est en cours sur Energy Observer et en retour les projets que vous rencontrez? C'est un des objectifs. D'accord. Okay. Vous avez des exemples ou c'est un peu tôt pour le dire? Des exemples de passerelles entre Energy Observer et d'autres projets? Non? Si, il y en a beaucoup en fait là, c'est pour ça que j'en ai pas un qui me vient en particulier. C'est plus des échanges en fait. Nous on a telle technologie embarquée, après on nous parle d'autres formes de stockage d'hydrogène par exemple, donc ça ouvre plus de débats que pour l'instant de ponts en fait à construire avec d'autres projets. Nous on reste quand même très focalisé sur ce qu'on a, parce que forcément plus le temps avance et plus les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas mis ça, bah ouais, mais déjà on fait fonctionner au mieux qu'on peut tel qu'il est, puis après on verra. Alors une autre question, la transition énergétique dépend aussi des pouvoirs publics. Pensez-vous que l'expérience Energy Observer va pouvoir les influencer? Nous l'espérons. Nous l'espérons, et oui, tout à fait. Il y a déjà des initiatives locales, régionales ou nationales qui sont dans cette perspective-là. Florence Lalambert, notre marraine pour le bateau, fait partie aussi de des personnes, notamment via le LITEN, donc, qui permettent de porter ce message qui est positif sur cette transition énergétique. Oui, les chemins sont longs à construire, mais des petits chemins peuvent faire de belles routes. Et ces routes commencent déjà à se dessiner, puisqu'au début du projet, donc il y a encore un an, voire même moins, il y a 9 mois, on était inconnus un petit peu nous, en tout cas, Energy Observer, à Saint-Malo, et le fait de naviguer, en fait, on a de plus en plus de politique à venir sur le bateau et à vraiment s'intéresser à ce qui est développé à bord. Et par exemple, toutes les villes de France, on a eu quasiment le maire à chaque fois, on a eu le Premier ministre à bord, donc il y a quand même un engouement des politiques pour ce bateau et pour donc ce qu'il y a intégré à l'intérieur. Donc on a bon espoir. Ouais. Bon, c'est positif. Une question plutôt de chimie. Comment dessalez-vous l'eau de mer?
Alors, la désalinisation se fait par de l'osmose inverse. Voilà, donc ce sont des membranes qui permettent de faire des échanges et de purifier cette eau à travers donc, une technologie qui s'appelle l'osmose. Voilà. On projette de l'eau sous pression très forte sur des membranes qui font filtre et puis on récupère de l'eau douce. Et on rejette l'eau très salée en parallèle. D'accord, vous la rejetez dans l'eau de mer. Oui. Ok. Quel est le pourcentage de chaque type d'énergie produite? En termes de chiffres, donc la production des panneaux solaires, elle est aujourd'hui de 20 kW. Elle va être augmentée pour le mois de mars. Donc on sera plutôt sur 27 kW crête. Ensuite, cette contribution du solaire, pour l'instant, elle est la principale. On est sur plus de 90%. Et puis après, viennent les compléments qui sont notamment sur les éoliennes. Et puis, donc ensuite, pour la partie batterie, la batterie, c'est un cycle d'usage qui nous permet de fonctionner sur une journée, pendant la journée, simplement, quand le soleil est là, on n'a que les appoints énergétiques. Ensuite, la contribution de la batterie, elles sont tout le temps en route, donc elles sont 80% du temps opérationnelles, avec des compléments de charge et de décharge, donc elles sont tout le temps en route. La contribution d'hydrogène, c'est essentiellement pour les navigations de nuit que l'on retrouve cet hydrogène-là pour avoir l'autonomie, donc sur un cycle qui permet de naviguer sur toute une nuit, sur 24 heures. On le fait sur la pile à combustible. Donc la proportion, elle est essentiellement solaire et pile à combustible la nuit. Voilà, et puis ça dépend aussi, c'est bien pour ça que le bateau va faire un tour du monde et naviguer sous toutes les latitudes en fait, parce que si on parle vraiment de pourcentage à la journée, savoir combien d'éoliens, combien de solaire, bien évidemment, si on est au pôle Nord ou si on est sur l'équateur, c'est complètement différent. Donc on va aller partout justement pour pouvoir tester dans toutes les conditions. Produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer lorsqu'on est sur un bateau entouré d'eau, cela semble facile. La matière première étant tout autour du bateau, qu'en est-il des voitures? Donc produire de l'hydrogène dans un moteur de voiture sera-t-il vraiment possible? Après tout ça, il faut le projeter dans une démarche qui est beaucoup plus globale. Donc l'électrolyse, qui est la part, on va dire, totalement verte de la production d'hydrogène, pour l'instant ne représente que 4% de la production d'hydrogène au niveau mondial. Donc la part de l'électrolyse pour l'instant est plutôt faible. Donc la plupart des schémas de production, c'est par du reformage. Et bien sûr, l'électrolyse... Explique Didier. Le reformage, c'est qu'on part d'une énergie fossile, notamment le méthane, et qu'à partir de craquage, on vient récupérer l'hydrogène contenu dans cette énergie-là. Donc ça, c'est la voie traditionnelle, mais celle qui nous plaît le moins, bien sûr, quand on est dans des énergies renouvelables. Donc l'objectif là-dessus, c'est de travailler, d'intégrer de plus en plus d'électrolyse sur ce réseau-là, notamment quand il y aura beaucoup de couplage d'énergie renouvelable. Donc l'électrolyse va nous permettre de réguler. Donc le premier facteur de l'hydrogène, c'est de réguler la stabilité du réseau, notamment sur la fréquence. Donc les électrolyseurs pourront être à différentes échelles, notamment dans des échelles industrielles. On peut avoir des unités de production du mégawatt. Donc là, on retrouve une part plus centralisée, parce qu'il faut une installation beaucoup plus puissante. Voilà, on ne parle pas de kilowatts dans ces cas-là. Mais oui, c'est possible, mais donc plutôt dans des fermes de production d'hydrogène, dans ces cas-là, voire couplé, que ce soit sur des centrales notamment nucléaires, pour la nuit ou autre. Donc on peut très bien imaginer avoir des électrolyseurs de plus grande capacité, de plus grande production. Mais cette fois-ci, on ne va pas embarquer l'électrolyseur dans le véhicule, puisque il faut... pour cela, il faudrait que ce soit très rentable. Et pour l'instant, la rentabilité, on l'assure plutôt sur un lieu de production et on redistribue cette station vers plusieurs véhicules. Est-ce qu'on peut imaginer un circuit fermé entre l'hydrolyse de l'eau et le fait que lorsqu'on oxyde l'hydrogène, le dihydrogène, on récupère aussi de l'eau et avoir un circuit comme ça qui s'auto-alimente? Alors le côté électrolyse de l'eau peut être utilisé avec une boucle fermée.
La contribution principale, c'est l'énergie et le surplus disponible en entrée. Voilà, c'est toujours l'énergie au départ qui nous intéresse, donc c'est l'électricité en entrée d'électrolyseur. Mais bien sûr, l'eau, on peut, plutôt que de la rejeter, mais on ne va pas stocker de l'eau à bord du véhicule, on ferait aussi que l'alourdir. Non, mais comme c'était une question de... Oui, tout à fait. Voilà. Mais on peut travailler sur un circuit fermé. Voilà. On récupère l'eau de la pile à la sortie pour la réélectrolyser après, ou pour éviter un étage de purification, de manière à pouvoir plus... Et on ne fait que des compléments. C'est-à-dire que dans la solution que tu proposais sur des grosses centrales, on pourrait imaginer là ne pas avoir besoin d'aller puiser de l'eau. Peut-être une dernière question assez rapidement. Y aura-t-il des possibilités de communication directe entre les navigateurs et les ingénieurs et des publics scolaires ? Alors des possibilités de communication, oui, il y en a déjà. Donc il y a beaucoup d'écoles à venir visiter le bateau lors des escales. Donc là, c'était un peu plus facile cette année, en 2017, parce qu'on était en France. Il faut savoir que le programme, c'est sur 6 ans, donc première année en France, deuxième année autour du bassin méditerranéen. Donc petit à petit, on accroît en fait les distances du bateau, parce que au début, on était en navigation côtière et on est dans l'expérimentation, donc il ne faut pas trop s'éloigner. Et petit à petit, on va aller plus loin. Et puis maintenant, les escales vont être donc autour du bassin méditerranéen, puis en Europe du Nord, puis à travers le monde pendant 3 ans. Donc pour nous voir, il va falloir prendre son passeport. Non, on aura une escale à Saint-Malo au mois d'octobre. Et après, par contre, vous pouvez toujours écrire. Est-ce qu'il y a moyen de vous suivre sur un site? Ah oui, bien sûr, il y a un site. Voilà. Déjà, il y a le site Energy Observer. Et en plus, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et puis vous pouvez aussi solliciter, bien évidemment, les équipes qui s'occupent de ce lien justement avec les écoles. Et puis, pourquoi pas venir visiter le village et, avec un peu de chance, le bateau. Voilà. D'accord. Donc sur le site, mais ça fait partie, on peut rencontrer un espace qui fasse le lien avec les scolaires. Envoyer des messages sur le site internet Energy Observer. Et puis ça faisait partie des volontés de ce projet, donc de la pédagogie. Donc petit à petit, on va essayer. Il faut savoir que ça fait que 6 mois qu'on est parti, donc au début c'était quand même très focalisé sur le fonctionnement du bateau, les mise en place, etc., la logistique de tout le village, et puis maintenant on va avoir un peu plus de temps pour développer tous les sous-projets. Voilà, ce direct touche à sa fin. Merci à vous, Didier Bouix et Marin Jarry, de votre présence et puis de vos éclairages sur la transition énergétique. La Fondation La Main à la Pâte désire également remercier les partenaires de ce parcours, le ministère de l'Éducation nationale, le CEA, l'entreprise Saint-Gobain et le CREAM de l'Université d'Orléans qui a réalisé ce direct. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et au plaisir de vous retrouver pour la 6e étape de notre parcours Regard croisé sur l'énergie.